nombre de nouveaux cas de coronavirus en augmentation. Cette hausse devrait se poursuivre, indique le centre de crise à la veille d'un Conseil national de sécurité. Explication avec Anna Narouche dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce RTL Info 13h. Nous allons voir ensemble pourquoi et comment nous en sommes arrivés à une recrudescence de cas. Une médecin spécialiste analysera avec nous plusieurs comportements de la vie quotidienne. Image impressionnante de deux enfants qui se jettent du 3e étage pour échapper à un incendie. Ils ont été récupérés par des voisins. La météo pour cet après-midi, temps sec et généralement ensoleillé. Maxima entre 18 et 22 degrés. Et nous avons donc décidé de débuter ce RTL Info 13h avec les chiffres du coronavirus, car ils sont toujours en augmentation. Prenons pour commencer les nouveaux cas. Il y en a eu en moyenne 184 par jour sur les 7 derniers jours consolidés. C'est une hausse de 89% par rapport à la semaine précédente. Les hospitalisations augmentent également avec 12 admissions par jour en moyenne. Hausse aussi des décès avec une moyenne de 2,9 décès par jour pour les 7 derniers jours. Le centre de crise donnait une conférence de presse ce matin. Anna Narouche y a assisté pour RTL Info. Bonjour Anan. Une constante donc, les chiffres remontent encore. Que doit-on y voir? Que doit-on y comprendre? Il y a cette fameuse phrase que les experts répètent, le coronavirus ne part pas en vacances. Au contraire, en fait, il semblerait que nos comportements, que le relâchement général lui donne envie de rester. Mais il n'est pas trop tard pour agir, c'est justement maintenant qu'il faut se réveiller. Si on observe les chiffres, les cas d'hospitalisation sont à 178. Ce sont en fait des contaminations d'il y a 2 à 3 semaines, des cas qui se sont aggravés petit à petit. C'est justement pour ça qu'il faut agir maintenant et non pas quand ces hospitalisations vont s'emballer. Oui, justement, le Conseil national de sécurité se réunit demain. La question, c'est comment inverser la tendance sans reconfiner toute la population? À coup de distanciation sociale, de lavage des mains ou encore du port du masque lorsqu'il est nécessaire. Les experts insistent sur le fait qu'il faut déjà respecter les mesures en place, mais un éventuel durcissement de ces mesures n'est pas exclu. On pourrait par exemple passer la bulle sociale de 15 personnes à 10 personnes. Il y a également le port du masque obligatoire qui pourrait être plus strict. On parle aussi de reconfinement plus local, mais sur ce point, la situation semble être plus délicate. Écoutez les explications de Baudouin Catry, il est l'un des porte-parole interfédéraux de lutte contre le coronavirus. On a vu qu'il y a aussi des conséquences par le lockdown total par rapport à la santé psychosociale et psychique et aussi pour les enfants, etc. Il y a toujours des conséquences et je crois qu'il faut tenir compte de toutes les conséquences maintenant avec l'expertise qu'on a pour reconsidérer un lockdown total. Et pour illustrer les conseils du centre de crise, nous sommes en direct avec Yves Van Latem. Bonjour Monsieur Van Latem, vous êtes le porte-parole de la cellule coronavirus du SPF Santé. Vous êtes bien connu aussi du plateau de RTL TVI. Vous n'étiez pas à la conférence de presse ce matin, vous n'êtes pas non plus en studio. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Ah oui, très simplement, je me suis mis depuis hier en auto-quarantaine, ayant effectivement passé la soirée de jeudi en famille avec ma compagne et sa fille pour fêter son anniversaire. Et cette jeune femme s'est révélée être positive en un test qui a été fait lundi. Elle est asymptomatique, mais donc on a passé effectivement une soirée ensemble. On ne s'est pas embrassé, on ne s'est pas touché, mais inévitablement on a partagé la voiture pour faire les allers-retours. On est en famille et donc on n'est pas toujours à plus d'1,50 m. Donc je corresponds à ce qu'on appelle un haut risque et il faut donc se faire tester, ce que j'ai fait ce matin. À l'heure actuelle, vous ne savez pas si vous êtes porteur du virus, vous ne savez pas si vous êtes malade. Actuellement, je suis tout à fait asymptomatique. Le test est fait ce matin. J'espère donc avoir le résultat demain. Et je resterai en auto-quarantaine ainsi pendant 2 semaines, avec, si ce test premier est négatif, un deuxième test au bout d'une dizaine de jours qui m'épargnera éventuellement 2-3 jours de ces 14 jours de quarantaine. Ça veut dire quoi? Qu'au niveau des mesures que vous préconisez tous les jours, vous les avez vous-même respectées et malgré tout, il y a une suspicion?
Oui, c'est ça. Je pense que c'est un bon exemple pour dire que même en respectant les mesures, en restant dans sa bulle, en étant en contact simplement avec des gens proches, en faisant le maximum de précautions, on sait tous que ces précautions ne sont pas à 100% effectives. Lorsqu'on a un repas familial, par exemple, en mangeant, eh bien, on n'a pas de masque forcément. On n'est pas forcément dans une salle de château avec une place gigantesque entre les différentes personnes. On a donc un risque qui existe. Il faut l'assumer. Il fait partie de la présence du virus avec nous au jour le jour. Et si on est dans ce contexte-là, eh bien, il faut avoir l'honnêteté de se retirer de la vie sociale et de ne pas risquer d'infecter éventuellement les autres personnes. Encore une question, Monsieur Van Latem. Vous étiez sur notre plateau dimanche soir. Vous nous expliquiez comment porter un masque utilement. Vous allez être tracé pour savoir qui vous avez pu croiser ces derniers jours de manière insistante ou pas? J'attends avec impatience d'avoir effectivement ce contact qui sera effectivement la preuve, et j'espère l'avoir, que ce tracing fonctionne, et auquel effectivement je donnerai les personnes que j'ai vues depuis lors au point de vue de leurs coordonnées. Je pense que c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Il faut préparer maintenant, en attendant le résultat de son test, les coordonnées des personnes. Si je suis positif, bien sûr. Si je suis négatif, je reste simplement en quarantaine. Merci beaucoup, Monsieur Van Latem, d'avoir été avec nous en direct. Et je précise que notre caméraman Michael Harvey a pris toutes les précautions sanitaires pour réaliser ce direct. Depuis que le cas de coronavirus sont repartis à la hausse, une question revient. Que faisons-nous qui peut provoquer cette augmentation? Quels sont nos comportements du quotidien qui peuvent propager la maladie? Exemple et réponse avec Nicolas Levic et Emmanuel Talarico. Un rassemblement de Belges hier sur la côte d'Azur. Des amis célèbrent la fête nationale à Saint-Tropez, d'autres se rassemblent sur une digue bondée à La Panne. Un week-end tout aussi chargé à Ostende et aucun masque en vue, ou presque. Beaucoup de monde, moi j'irai jamais là, ça c'est clair. Cette experte le rappelle, la distance sociale est une règle d'or, même à l'air libre. Moi je mettrais mon masque en tout cas, parce que jusqu'ici on ne l'a pas recommandé, mais je pense que s'il y a trop de monde, mettre son masque même dans un environnement ouvert, c'est une sécurité supplémentaire. Par contre, une journée dans un parc d'attractions, avec port du masque et désinfection récurrente entre chaque tour, ici les risques sont moindres. Autre exemple, à Soigny ce week-end, un rassemblement sportif en milieu clos cette fois-ci. Moins de 200 personnes, mais quelques accolades. Mauvaise idée. On peut avoir dans la foule un émetteur important, donc quelqu'un qui est porteur du virus et qui en émet beaucoup. Même consigne pour un verre en terrasse, où on enlève son masque et où on reste statique. C'est une prise de risque importante. On est parfois agglutiné, il y a des mouvements de foule dans les deux sens. Et qu'en est-il du barbecue en famille et des pots de sauce qui passent entre toutes les mains? Ça me fait moins peur, je dirais, parce que si on respecte la bulle de 10 ou 15 personnes, je crois que ça c'est raisonnable et se partager les sauces, ben oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, faut bien à un moment donné que tout le monde en ait. Dans tous les cas, un conseil, restez prudent et sensibilisez les gens autour de vous. Et on parle beaucoup d'un reconfinement local pour limiter la propagation du virus. Notre invité ce midi est le virologue Emmanuel André. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Un reconfinement par quartier ou par famille étendue, on en parle pas mal. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est la solution, selon vous, pour éviter que le virus ne se propage massivement? Eh bien, c'est en tout cas une solution qui est mise sur la table dans certaines situations quand le virus circule encore de façon relativement localisée. Donc, on sait que le virus, il peut se propager soit de façon géographique dans des quartiers, mais il se propage aussi de façon plus sociale. Et donc ça peut déborder évidemment de quartiers bien précis. Dans certains cas, eh bien, on peut imaginer mettre certains quartiers en lockdown. C'est ce qui est fait dans d'autres pays. Ça doit évidemment être accompagné d'une série de mesures, puisque le but n'est pas de mettre ce type de quartier en lockdown pendant une longue période. Ça doit évidemment être accompagné de toute une série de mesures, de dépistage massif, pour qu'on puisse, dans ce cas-là, prendre les personnes en charge et pas simplement les mettre en isolement. On parle de dépistage, on parle aussi beaucoup de tracing, donc de retracer les contacts des personnes contaminées. C'est la solution, ça fait partie d'un éventail de solutions indispensables? Donc
Aujourd'hui, le tracing fonctionne. On connaît tous ses avantages. On connaît aussi tous ses limites. Actuellement, c'est un système qui est en train d'encore être amélioré en continu. Et donc, il faut voir le tracing comme étant un des outils très importants. Il faut à cela ajouter vraiment les modifications des comportements de chacun. Ça, c'est un élément clé également sur lequel chacun peut agir. Et alors, il y a aussi toute une série d'autres mesures complémentaires qui doivent être probablement ajoutées dans certaines circonstances, à certains moments. Aujourd'hui, malgré les mesures qu'on a prises, malgré le tracing, on est encore avec ce fameux R qui est au-dessus de 1 depuis un certain temps. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'avait rien fait, probablement qu'il serait nettement plus haut, mais qu'il y a encore du travail à faire. Il faut compléter les mesures actuelles avec d'autres stratégies qui vont à chaque fois pouvoir permettre d'éteindre rapidement les feux avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant qu'un nombre massif de personnes ne soient infectées et que l'on ne puisse plus à ce moment-là faire d'opérations ciblées pour contenir l'épidémie. Un mot de la bulle individuelle. Chaque personne peut voir 15 autres personnes par semaine. Ce n'est pas sans risque malgré tout. On l'a vu avec le professeur Van Latem qui a été en contact avec quelqu'un de malade dans sa propre bulle. Est-ce qu'il faut, selon vous, la restreindre, la limiter, la faire évoluer ? Donc, je pense que aujourd'hui, on peut discuter sur les chiffres, là, éventuellement la restreindre ou la restreindre à certains endroits. C'est évidemment un des outils qui est sous la table. Je crois qu'il faut surtout faire aussi extrêmement attention à la façon dont on peut faire parvenir ces messages de prévention et comment est-ce qu'on peut faire adhérer la population et surtout dans des groupes qui sont moins réceptifs à ce type de message. Il faut savoir que les jeunes, on parle beaucoup des jeunes maintenant, mais c'est pas typiquement la population qui lit des communiqués de presse ou qui va suivre les médias traditionnels. Il faut maintenant essayer de voir comment on peut impliquer vraiment les jeunes dans la réponse, impliquer aussi certaines communautés qui, de toute évidence, n'ont pas encore suffisamment accès à l'information et à tous les outils. Donc maintenant, il faut vraiment considérer cette problématique comme étant une problématique commune à toute la population belge, mais où il faut à chaque fois rajouter des interventions ciblées, rapides, précises, par rapport aux populations qui sont touchées. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces conseils. Emmanuel André, merci d'être intervenu en direct ce midi. Les bourgmestres devraient être au centre du dispositif pour limiter la propagation de la maladie. Ils devraient pouvoir cibler les situations critiques, les contrôler et sanctionner, voire confiner localement. Et dans les communes touristiques, les bourgmestres attendent les directives avec impatience. Exemple en province de Luxembourg avec Gauthier Falk et Benjamin Van Kelst. Ce matin, dans les rues de La Roche-en-Ardenne, déjà pas mal de monde. Mais visiblement, c'était encore pire hier. Hier, on était vraiment serrés comme des boîtes à sardines. Les rues, c'est incroyable. Hein, il y a du monde partout. On ne sort pas trop dans la grande rue quand il y a beaucoup de gens. Comme voilà, on a le masque avec nous. En fait, en cette période, la population de La Roche a presque fait x10 de 4000 habitants à près de 40 000. Conséquence, pas facile de faire respecter toutes les mesures. Parce qu'il y a une petite concentration là de différents commerces. Et puis à un moment donné, on n'a plus vraiment le 1,50 m de distanciation. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Le bourgmestre aimerait donc plus de contrôle policier dans sa commune, mais pour cela, il a besoin de renforts. Parce qu'il y a une petite concentration là de différents commerces. Et puis à un moment donné, on n'a plus vraiment le 1,50 m de distanciation. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. À Durbuy aussi, les touristes sont là. En cette période, il y a 4 fois plus de monde que pendant le reste de l'année. Et dans les petites rues, ça pose problème. Le bourgmestre envisage donc d'imposer le masque en rue. Je l'ai déjà obligé donc, pour le marché de la Petite Pâte à Baumann, qui draine des milliers de personnes tous les dimanches matins. Et ici, j'envisage effectivement de pouvoir l'imposer dans les ruelles. Je suis vraiment content qu'au niveau fédéral et régional, donc on va y donner plus de pouvoir au bourgmestre, puisque le bourgmestre connaît la réalité du terrain et peut prendre des mesures vraiment qui collent à la réalité du terrain qu'il connaît bien. Mais pour prendre ce genre de décision, ces bourgmestres espèrent donc plus de soutien de la part du gouvernement fédéral. Et les maisons de repos ne sont pas épargnées par cette recrudescence de cas. Certaines ont recensé un nouveau cas de coronavirus et 2 d'entre elles ont décidé de reconfiner, l'une à Manage, l'autre à Remouchant. Situation qui inquiète la Fédération des maisons de repos. Elle demande d'urgence un plan pour éviter qu'une deuxième vague ne touche les Haumes. Un plan concentré sur le testing. Inquiétude relayée au micro RTL Info de Xavier Gérard.
Ce que nous demandons au gouvernement, c'est tout simplement d'avoir une stratégie de testing et de tracing cohérente pour le secteur des maisons de repos. Ce que les tests récents démontrent avec la remontée des cas positifs, c'est que c'est la tranche des 20 à 59 ans qui est touchée, c'est la tranche des gens qui viennent travailler dans les maisons de repos, c'est la tranche des étudiants qui vont venir pendant les vacances pour soulager les équipes de personnel qui, elles, doivent se reposer. Donc nous demandons évidemment qu'ils soient testés de manière préalable. C'est plus qu'un cri d'alarme, c'est un cri clair qui dira « Eh bien, nous espérons que tout va rester correct, les derniers chiffres sont rassurants, mais s'il y a des Covid-19 qui entrent et qu'on constate qu'ils sont rentrés alors qu'il n'y avait pas de stratégie de testing cohérente et prudente, alors là, il y a des doigts accusateurs qui seront tendus. » Hier soir, à l'occasion de la fête nationale, le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs enfants sont allés visiter la maison de repos Marimont Village à Morlanoué. Ils ont rencontré des habitants, mais également le personnel et certains résidents du home. Un home 0 cas. Chantal Monet, Julien Crête et Gaëtan Zanqueta. Une petite touche noir, jaune, rouge et des airs de carnaval pour accueillir la famille royale. Des Gilles de Morlanoué particulièrement fiers, de même que la population locale. C'est magnifique. Surtout pour eux, même pour les pensionnaires, pour tout le monde, je trouve ça magnifique. Allez, un tel personnage, quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Bain de foule à distance, pas de poignée de main, mais c'est sûr, le cœur y est. Allez chanter, Madame Valette. Le roi, la loi, la liberté, soin. Mesures sanitaires obligent, c'est le passage par la désinfection des mains. Les souverains et leurs enfants tenaient à saluer le travail du personnel soignant et à encourager les résidents de cette maison de convalescence. 350 personnes y résident actuellement, des personnes de tous âges qui viennent pour un séjour de remise en forme après une hospitalisation ou une maladie grave. La visite royale aura duré 1 heure. Quelques moments de convivialité et de fête en ce 21 juillet, où l'on a même tombé les masques, le temps de la photo souvenir. Un camp de l'école royale militaire est paralysé par le Covid-19 à Vlasmer dans le Limbourg. 3 participants sont porteurs de la maladie. Les 300 officiers en formation sont en quarantaine. Ils sont testés aujourd'hui sur place. Les cinémas sont rouverts depuis le 1er juillet, mais les salles sont désertées. Certains exploitants ont décidé de limiter le nombre de séances, d'autres envisagent de fermer. Comment expliquer cette baisse? Réponse d'un exploitant de cinéma. Il gère 6 complexes. Sa fréquentation a chuté de 80% par rapport à juillet de l'an passé. Interview de Céline Prel et Sylvain Winans. C'est la principale raison, c'est le manque de films, notamment le manque de films de ce qu'on appelle les blockbusters américains qui traditionnellement, depuis plusieurs années, sortent l'été. Là, il y a un manque flagrant de films américains. Aucun film américain n'est sorti depuis le 1er juillet en Belgique. Depuis le 11 juillet, le gouvernement a décidé d'imposer le port du masque dans les salles de cinéma. Et quand je dis dans les salles, c'est à l'intérieur de la salle de cinéma. Autant nous comprenons le port du masque dans les parties communes des cinémas et que nous accepterions grandement, autant le port du masque dans la salle de cinéma pendant la projection du film est quelque chose pour nous qui est anti-commercial, puisque effectivement c'est très désagréable, c'est plutôt inconfortable de regarder un film pendant 2 heures avec le masque sur le nez. À l'étranger, l'Amérique latine est devenue l'épicentre du coronavirus. Le Mexique dépasse les 40 000 morts recensés depuis le début de l'épidémie, principalement dans la capitale Mexico. Le Brésil, de son côté, compte, lui, 80 000 décès. Et aux États-Unis, Donald Trump a tenu sa première conférence de presse consacrée au virus depuis le mois d'avril. Le président américain a enfin admis que la situation risquait encore de s'empirer dans le pays. Les États-Unis comptent plus de 60 000 nouveaux cas en 24 heures. Le président américain a, pour la première fois, recommandé le port du masque. Jean-Pierre Martin. Tous les signaux de l'épidémie sont dans le rouge. Pour la première fois, Donald Trump recommande clairement le port du masque. Les jeunes agiront de façon responsable et nous demandons à tous, quand la distanciation sociale est impossible, de porter un masque. Que vous aimiez le masque ou non, ils ont un impact, ils vont avoir un effet. Nous en avons besoin.
Les États-Unis, le pays le plus touché au monde. Pour la première fois aussi, le président abandonne la posture du déni, de la négation des ravages de cette épidémie. Cela va malheureusement empirer avant de s'améliorer. C'est quelque chose que je n'aime pas dire, mais c'est comme ça, c'est là où nous en sommes. Regardez le monde entier, c'est partout. Que ce soit là au Texas, près de la frontière mexicaine, ou ici à Santa Clara, en Californie, les chiffres des nouveaux cas de contamination explosent. Plus de 60 000 toutes les 24 heures depuis 8 jours. Au total, le nombre des décès se rapproche des 150 000, un bilan de plus en plus lourd à porter pour Donald Trump à 3 mois de l'échéance des élections présidentielles. À noter également dans l'actualité, un Molenbeekois décédé à Anvers dimanche après-midi après une arrestation par la police. Arrestation musclée, filmée par des passants. Le parquet indique qu'il était sous l'emprise d'amphétamine. Les circonstances de son arrestation doivent être éclaircies, tout comme les causes de son décès. Serge Vermeuren avec Pierre Alterman. Dimanche après-midi, la police anversoise interpelle un homme de 29 ans. Selon des témoins, son comportement est agressif. 2 policiers l'immobilisent au sol. L'homme fait un malaise. Transporté à l'hôpital, il décède dans la soirée. Le premier examen médico-légal révèle la présence dans le corps d'amphétamine considérée comme un stupéfiant. Le parquet d'Anvers ouvre une enquête. Les circonstances exactes de l'arrestation et la cause du décès doivent encore être déterminées. Le comité P, le comité de contrôle de la police, est lui aussi impliqué dans l'enquête. Publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo suscite de nombreux commentaires. Ils font référence à l'arrestation mortelle de Floyd George en mai dernier aux États-Unis. Hier, quelques dizaines de manifestants se rassemblent à Anvers pour protester contre les violences policières. La manifestation, encadrée par de nombreuses forces de l'ordre, se déroule dans le calme. La mère de la victime demande des réponses au décès de son fils. On n'est pas venu pour faire des problèmes et tout. Gentiment, intelligemment, on est des gens, on connaît le droit, on respecte tout le monde. Est-ce que vous êtes fâché sur la police, madame? Non, je ne peux pas être fâché sur la police jusque que j'ai la raison. Selon la presse flamande, la victime était connue des services de police pour vol et faits liés à la drogue. Des cambrioleurs ont attaqué le bureau de poste de Marche-en-Famenne la nuit dernière. L'accès au bâtiment qui abrite aussi une agence bancaire est endommagé. Les malfrats sont toujours activement recherchés. Ils ont visiblement utilisé du gaz pour forcer le bureau de poste. Le parquet du Luxembourg a ouvert une enquête. Ce petit miracle à présent à Grenoble, en France. 2 enfants de 3 et 10 ans ont sauté de leur appartement pour échapper à un incendie. Ils ont fait une chute de plus de 10 mètres. Image commentée par Arnaud Gabriel. Un enfant de 3 ans suspendu dans le vide, à plus de 12 mètres de haut. Des cris de panique, puis une chute. L'enfant est rattrapé par des témoins au pied de l'immeuble. Tout va très vite. Il faut à présent sauver son grand frère de 10 ans. Les fumées sont de plus en plus denses. Les flammes se propagent dans cet appartement du 3e. Le jeune garçon monte sur le rebord de la fenêtre et se laisse tomber dans le vide. L'un des 6 héros, cet étudiant comorien de 25 ans. J'ai vu les 2 enfants qui criaient. Il y avait les fumées, les flammes, il y avait des explosions à l'intérieur. On était 5 ou 6 en bas de l'immeuble. On a tendu les bras, nous les 6. On les a demandé allez sauter, 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 sauter. Un véritable miracle. Les 2 enfants sont sains et saufs, ils sont hospitalisés pour avoir inhalé de la fumée. Leurs sauveurs sont blessés, fractures aux avant-bras en les rattrapant au vol. On était 6, on était blessés, nous 6. J'ai le poignet cassé. Je suis blessé mais je suis fier parce que j'ai sauvé 2 vies. Très fier de moi et très fier de tous les gens qui étaient là parce qu'on était solidaires. On s'est mobilisés pour sauver des vies et je suis tellement fier de moi. Plusieurs heures après ce sauvetage héroïque, les habitants du quartier ne réalisent toujours pas. D'un seul coup, j'ai entendu les gens crier, hurler, saute pas, attends, donc qui disaient aux enfants de ne pas paniquer et qu'ils allaient s'organiser pour les réceptionner les enfants. C'était une scène héroïque, franchement, j'ai jamais vu autant de solidarité, d'aide et de courage.
C'était quelque chose que je n'oublierai jamais. À ce stade, on ignore encore les causes de l'incendie et où se trouvaient les parents au moment des faits. La solidarité et le courage sauvent la vie de 2 enfants. Fin heureuse également pour les 13 otages retenus hier dans un bus en Ukraine. Ils ont tous été libérés sains et saufs, indique le gouvernement ukrainien. Le preneur d'otages s'est rendu à la police. Il était entré dans le bus armé et menacé de faire exploser plusieurs bombes dans la ville. Une fusillade a éclaté pendant une cérémonie de funérailles à Chicago. Une voiture a tiré sur les participants à la cérémonie. Ils ont répliqué. 14 personnes ont été blessées et hospitalisées. Le gouvernement américain annonce que 2 Chinois ont été inculpés d'attaques informatiques. Ils sont accusés d'avoir piraté des ordinateurs dans le monde entier pour le compte du gouvernement chinois. Des entreprises belges ont été victimes de ces piratages, indiquent les États-Unis. Et on se quitte sur cette image du prince George, le futur héritier du trône britannique, fête aujourd'hui ses 7 ans. Il les fête avec cette photo prise par la princesse Kate elle-même, que le mignon. Merci de vous informer avec RTL Info. Les prévisions météo d'Émilie Dupuis arrivent dans un instant. Ce soir 19h, Luc Gilson. Bel après-midi, à demain 13h. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.